pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. La nation reconnaissante envers ses fils qui se sont sacrifiés pour le Mali. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a inauguré ce matin la maison des pupilles. Elle est réalisée sur les fonds de souveraineté du chef de l'État pour un montant de 3 milliards de francs CFA. Une cérémonie couplée à la remise d'importants lots de matériel à la direction de l'ONAPUMA. Les temps forts avec nos reporters. Grande mobilisation des forces vives à l'occasion de l'an 5 du président de la transition à la tête du Mali. Défense, sécurité, mines, économie, réforme politique et institutionnelle. Autant d'acquis salués par les manifestants. Ce soir, la rédaction vous propose une série de dossiers dans divers domaines. Sira Bachili revient sur les circonstances de l'accession du président Goïta à la magistrature suprême. Les travaux de la première édition du Forum panafricain des médias se sont achevés. Le FOPAM a adopté un document stratégique intitulé L'appel de Bamako pour la souveraineté informationnelle et numérique du continent. Vous servir est un réel plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. En 5 des œuvres sociales du président de la transition, la date est symbolique et restera longtemps gravée dans l'histoire du Mali. Ce 7 juin 2026, la nation rend hommage aux héros qui se sont sacrifiés pour le Mali. Les pupilles de la nation sont logées dans du neuf. Un édifice doté de toutes les commodités a été inauguré ce matin par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Coût de réalisation, 3 milliards de francs CFA. À cette occasion, le chef de l'État a également remis les clés de 3 véhicules, dont un bus de 70 places ainsi qu'une dizaine de motos. Pour le président Goïta, l'aboutissement de ce projet traduit un devoir de solidarité envers les pupilles de la nation, un devoir de mémoire et de reconnaissance dans une atmosphère empreinte d'émotion suivie par Garibou Pérou. Au rendez-vous de la promesse tenue, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est accueilli par des visages rayonnants d'espoir et de reconnaissance. Là où s'étendait autrefois un terrain nu, se dresse désormais la maison des pupilles. Pour ces enfants, cette infrastructure est bien plus qu'un bâtiment. Elle est un symbole de protection, de dignité retrouvée et d'espérance. Sous l'impulsion du chef de l'État, celui que beaucoup considèrent aujourd'hui comme le père aimable des pupilles, un cadre de vie exceptionnelle voit le jour. La cérémonie est marquée par la coupure symbolique du ruban, la découverte de la plaque inaugurale et une visite guidée des installations. Un véritable havre de paix destiné à l'épanouissement des pupilles. Cette réalisation traduit avec éloquence la vision sociale portée par le président de la transition depuis son accession à la magistrature suprême. Placer l'humain au cœur de l'action publique et veiller particulièrement sur les plus vulnérables. C'est un sentiment de joie et de grande satisfaction qui m'anime après avoir inauguré la maison des pupilles. La concrétisation de cette promesse tenue le 31 octobre 2023 est un devoir de reconnaissance, de justice et d'équité sociale envers celles aussi qui ont consenti le sacrifice ultime pour la défense, mais aussi pour le développement de la patrie. La mise à disposition de ce joyau architectural permettra d'offrir un cadre de vie idéal pour non seulement le suivi, l'éducation et l'épanouissement de nos pupilles.
Et je voudrais en cela saluer, remercier et surtout féliciter Madame le ministre de la Santé, la directrice de l'UNAPIMA ainsi que l'équipe des œuvres sociales pour leur engagement et surtout leur détermination ayant permis la réalisation de ces joyaux architecturaux. Et en retour, je les demande de prendre soin de cette nouvelle infrastructure qui servira de lieu symbolique pour toute la nation malienne. Au-delà de sa portée sociale, cette infrastructure s'inscrit dans une dynamique de modernisation des services publics et à une promesse déjà honorée, le chef de l'État ajoute un geste supplémentaire. Soucié de garantir le bon fonctionnement de la structure, il dote la maison des pupilles d'un important parc automobile, un car de 70 places, 3 véhicules utilitaires ainsi qu'une dizaine de motos. Un appui logistique qui vient renforcer les capacités opérationnelles de l'établissement. À travers cet engagement, le président Goïta réaffirme une conviction profonde. Chaque enfant mérite protection, affection, accompagnement et opportunité pour construire sereinement son avenir. On ne peut pas récompenser tous ceux qui ont consenti le sacrifice ultime, c'est-à-dire donner leur vie pour la sauvegarde de la patrie. Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour nos pupilles n'est que le minimum, n'est que une question de justice et surtout d'équité sociale. C'est un devoir moral et c'est un devoir de responsabilité pour tous les Maliens et surtout les autorités de la transition. Face à l'absence des parents, l'État a répondu présent. Par cet acte de haute portée humaine, le président de la transition transmet à ses enfants ce que nul bien matériel ne saurait véritablement acheter: l'espoir, la confiance et la perspective d'un avenir meilleur. Avec l'inauguration de la maison des pupilles, le chef de l'État adresse un message fort à la nation. Investir dans l'enfance, c'est investir dans l'avenir du Mali. Désormais, ces murs et ces bétons raconteront au fil des générations l'histoire d'une promesse devenue réalité, une œuvre de solidarité nationale portée par la vision et l'engagement du président Goïta au service des pupilles. Oui, et je vous le disais, cette activité s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition pour les autorités locales, administratives et le conseiller spécial chargé des œuvres sociales. La construction de la maison des pupilles est tout simplement le symbole vivant de la solidarité nationale. La synthèse de leur intervention avec Aloussini Touri. C'est un engagement solennel de la nation qui prend corps ici sur la route de l'aéroport. La maison des pupilles de l'État ouvre officiellement ses portes sous la haute présidence du chef de l'État. Ce complexe moderne n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est un cadre protecteur conçu pour offrir un avenir digne aux enfants des héros tombés pour la patrie ainsi qu'à leurs encadreurs. Pour les autorités locales, l'implantation de cette structure est une immense fierté. Cette maison des pupilles qui ouvre aujourd'hui ses portes sur le territoire de notre commune est bien plus qu'un bâtiment. Elle est le symbole vivant de la solidarité nationale, de la reconnaissance de la République envers les enfants dont les parents ont consenti le sacrifice suprême ou ont été victimes des crises qui ont affecté notre pays. Cette maison garantit une prise en charge globale. Elle permettra au personnel d'encadrement de travailler dans des conditions optimales pour panser les plaies et bâtir l'avenir. Un volet social et médical capital salué à sa juste valeur par les autorités sanitaires. Ce joyau architectural que nous découvrons ensemble est bien plus qu'un bâtiment, c'est un sanctuaire. Implanté à Bamako sur une superficie de plus de 2 hectares, c'est la traduction concrète d'une promesse sacrée, un symbole vivant de la reconnaissance éternelle de la patrie. Le président de la transition a apporté un soutien inestimable aux pupilles à travers la mise à disposition d'importants équipements informatiques destinés à renforcer l'éducation et la formation des pupilles. Il a également doté l'institution d'une logistique roulante significative, comprenant un bus de 70 places flambant neuf, un minibus ainsi qu'un véhicule pick-up contribuant à l'amélioration des conditions de travail. Au-delà de ces appuis matériels, son Excellence n'a cessé de manifester sa solidarité à travers des dons réguliers de vivres, de cadeaux et d'autres formes d'assistance en faveur des pupilles. Parmi les gestes les plus symboliques figure sans doute l'accueil annuel qu'il leur réserve au palais présidentiel, témoignant de son attachement aux valeurs de solidarité, de protection des pupilles.
Les pupilles de la nation n'oublieront jamais les actes de générosité et d'attention particulière que le président de la transition témoigne année après année. Merci, Monsieur le Président. Ce projet présidentiel financé et suivi de près au sommet de l'État est la concrétisation d'une vision humaniste et patriotique. Pour le cabinet du chef de l'État, cette remise des clés marque une étape décisive dans l'accompagnement durable des familles, des forces de défense et de sécurité et des agents de l'État. Cette inauguration intervient en un jour symbolique, le 7 juin 2026, soit exactement 5 ans, jour pour jour, après l'investiture du président de la transition, le 7 juin 2021. C'est ce jour mémorable qu'il avait prononcé ces mots, je cite. J'ai décidé d'allouer les 2/3 du fonds de souveraineté du président aux œuvres sociales et sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. Fin de citation. 5 ans après, les œuvres sociales se sont diversifiées pour s'étendre à d'autres secteurs. Le bilan de cette initiative sociale et humanitaire, sans être exhaustif, est éloquent et témoigne d'un engagement constant, diversifié et ancré dans les réalités du terrain. Plus de 533 forages réalisés sur toute l'étendue du territoire. Des milliers de kits alimentaires distribués aux personnes vulnérables. Des kits scolaires remis à des élèves dans le besoin, des ordinateurs et des dictionnaires. 400 mototricycles offerts aux personnes en situation de handicap. L'électrification solaire de plusieurs artères de Bamako et la remise de kits solaires aux artisans maliens. 75 ambulances médicalisées ont été remises à différentes structures sanitaires. La création et l'équipement de centres de dialyse à Kaï, Bamako et Sikasso. La construction et la rénovation de plusieurs écoles à travers le pays. Installation de systèmes solaires pour l'autonomie énergétique des 18 centres de santé. Ces 5 années ont été marquées par une adaptation progressive aux réalités du moment. Avec cette nouvelle structure moderne sur la route de l'aéroport, les pupilles de la nation disposent désormais d'un véritable tremplin pour l'avenir, un signal fort de solidarité et de résilience pour tout un pays. Et aujourd'hui, ils sont au nombre de 2500 pupilles. Ils sont entièrement pris en charge par l'État malien jusqu'à l'âge adulte. Ces enfants bénéficient des droits à l'éducation, à la santé et des subventions d'entretien. Avec cette gigantesque infrastructure de protection sociale, c'est une perspective nouvelle que le président de la transition offre aux pupilles qui verront désormais l'avenir sous de meilleurs auspices. Focus sur les pupilles de la République avec Ari Djoumatina et Sidi Modibo Damili. Je m'appelle Salimatou Sissé. Je suis pupille de la nation. Je remercie le président Assimi Goïta pour ce merveilleux cadeau. Je suis pupille de la nation. Je remercie le président pour ce cadeau. Outre ces enfants appelés pupilles de la nation, voire pupilles de l'État, nous avons également des centaines d'enfants répertoriés qui bénéficient de la protection et de l'assistance de l'État. L'histoire de ces enfants qui ont le statut de pupilles de la République est venue dans un contexte de crise sécuritaire. Ils sont pupilles de la nation, ceux dont les parents sont morts au service de la nation. Ça peut être des militaires, des paramilitaires ou tout simplement des civils. Ou lors des catastrophes naturelles déclarées par l'État ou quand la responsabilité de l'État est établie par les tribunaux. Alors, les pupilles de l'État, aussi des enfants mineurs, abandonnés sans substitut parental valable, ou quand la mère est incarcérée à de lourdes peines privatives de liberté, ou quand elle est malade mentale. Quand on a la qualité de pupille, ça ouvre des droits. Droit à l'éducation, à la santé et à des subventions d'entretien. C'est dans ce cadre que l'ONAPUMAN, l'Office des pupilles, donne à chaque pupille par trimestre 100 000 francs pour concrétiser ces droits-là. Les pupilles sont sous la direction et l'assistance de l'ONAPUMAN, l'Office national des pupilles en République du Mali, créé en février 2018.
Mais au fil des années, avec la poursuite de la situation sécuritaire, le nombre n'a cessé d'augmenter. On est à 2500 pupilles, toutes corporations confondues. Mais la grande cohorte relève des militaires. Sinon, il y a des enfants issus des agents de péage, des chauffeurs, de l'agriculture, des enseignants ou même des médecins. Le président de la transition a une oreille attentive pour ces enfants-là. Il est là pour les pupilles. Tout ce qui concerne les pupilles, il est là aux petits soins. Nous voulons le remercier et le remercier. Les pupilles lui disent merci. Tout pupille ne sera plus jamais dehors. Ils ont désormais une demeure, un havre de paix, une maison d'espoir. Ainsi, l'acquisition de cette infrastructure ultra-moderne, une promesse présidentielle en ce jour symbolique des 5 ans, sonne comme un soulagement pour les pupilles de la République, mais aussi un merveilleux cadeau d'anniversaire. Oui, la maison des pupilles est un bâtiment à 2 niveaux qui trône majestueusement sur la route de l'aéroport dans le 6e arrondissement du district de Bamako. Elle offre toutes les commodités de vie et de travail. Elle est construite dans un style architectural inspiré de notre patrimoine national. Moussa Kamara nous présente la maison des pupilles de la nation. Érigée sur une superficie de 2,25 hectares, cette infrastructure de style tradimoderne constitue un véritable joyau architectural. Elle comprend plusieurs bâtiments destinés à répondre aux besoins des pupilles de la nation et de l'Office national des pupilles en République du Mali. Le complexe abrite notamment un bloc administratif accueillant les chefs de l'ONAPIMA, une infirmerie, une bibliothèque et une médiathèque. Il comprend également un auditorium de 300 places servant de salles multifonctionnelles, des bâtiments d'hébergement distincts pour les filles et les garçons, ainsi qu'un réfectoire équipé d'une cuisine moderne et d'une buanderie. La réalisation de ce projet d'intérêt national a été confiée à un bureau d'études malien afin de mettre en valeur les savoir-faire et le génie national. Nous avons des espaces de jeu, notamment un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain de handball et toutes les commodités pour l'épanouissement des enfants. Financée à travers les œuvres sociales du président de la transition pour un coût de plus de 3 milliards de francs CFA, la maison des pupilles du Mali a été conçue dans un style architectural inspiré du patrimoine national. L'utilisation des matériaux locaux a été privilégiée afin de renforcer l'identité malienne de l'ouvrage. Le projet intègre également des espaces verts, des voies de circulation intérieure et des aires de stationnement. Le bâtiment à cette phase, c'est un bâtiment R+1, mais extensible à R+3. Donc tous les bâtiments sont extensibles à R+3, donc à 3 étages. On peut construire 2 étages supplémentaires. Les calculs ont été effectués par les ingénieurs et c'est ce qu'on a exécuté sur le chantier. Le bâtiment est électrifié par les panneaux solaires. Chaque bâtiment a sa propre installation solaire et est indépendant. Donc même si vous voyez dans la cour, on a des lampadaires solaires. Nous essayons toujours d'aller vers l'option plus climatique. Donc que les bâtiments soient auto-indépendants et même en termes d'eau, nous avons des forages ici donc, qui alimentent les bâtiments, qui permettent aussi d'entretenir la cour. Donc c'est vraiment ce qu'on a préconisé dans ce projet. Pour ce projet à forte portée sociale, le bureau d'études a fait appel à une main-d'œuvre entièrement malienne. La plupart des équipements sont faits ici de façon artisanale. Nous avons mis en valeur le bogolan. Nous avons plutôt opté pour un style à la fois moderne, simple, et nous avons utilisé des formes pures, épurées, à savoir le carré, le triangle, et nous avons surtout visé à avoir un projet très fonctionnel. Avec cette nouvelle infrastructure, l'ONAPIMA dispose désormais d'un cadre moderne et fonctionnel lui permettant d'accomplir pleinement sa mission d'accompagnement, de protection et de formation des pupilles de la République.
Et c'est dans une véritable communion que cette cérémonie s'est déroulée. Les pupilles ont visité leur nouveau local avec fierté, accompagnés par la ministre de la Santé et du Développement social. Ces protégés de la République ont tenu à exprimer leur reconnaissance à leur papa qu'est le général d'armée Assimi Goïta pour la construction de cette bâtisse R+1. Le reportage de Tamsir Diabati. En cette journée historique, l'espoir a remplacé les larmes avec l'inauguration de la maison des pupilles de la République. Le Mali écrit une nouvelle page de l'histoire de la solidarité nationale envers les enfants de ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie. Pour sécher les larmes de ces orphelins de la nation et leur rappeler qu'ils ne sont ni abandonnés ni oubliés, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, affectueusement appelé le père des pupilles, a choisi d'agir, offrant à ses enfants un cadre de vie moderne, sécurisé et propice à leur épanouissement. Monsieur le Président, Iafo Iake. Je redis encore Iafo Iake. Monsieur le Président, Ayafo Ayake les enfants. Merci. L'histoire retiendra qu'au Mali, les pupilles de la République disposent désormais d'un environnement conçu pour leur permettre de grandir, d'apprendre et de rêver à nouveau. Parmi eux, Koudjei Kone et Amara Samake, tous deux ont perdu leur père sur le théâtre des opérations militaires. Marqués par cette douloureuse épreuve, ils retrouvent aujourd'hui le sourire au sein de cette nouvelle résidence où l'avenir semble enfin reprendre ses droits. Ça nous fait beaucoup d'honneur. Nous remercions le président de la République pour tout ce qu'il fait pour nous. Il a dit, il a fait. Je suis fier d'être pupille. Ça va changer plein de choses pour les pupilles. On pourra venir faire nos activités ici, jouer, faire des divertissements, faire beaucoup de choses. Et aussi la grande famille pourra se réunir ensemble et pour vivre des moments inoubliables. René Koulibaly, médecin à l'ONAPIBA, témoin privilégié de la transformation des conditions de vie de ses enfants, mesure pleinement la portée de cette initiative. Ça stabilise les enfants sur le plan psychologique. Les enfants qui sont des orphelins, troublés par tout ce qui arrive dans la nature, une fois quand ils ont chez eux comme ça, ils sont mieux encadrés, vraiment bien surveillés. Les veuves et les parents venus accompagner les enfants peinent à contenir leurs émotions. Les yeux imbus de larmes, ils découvrent avec soulagement que leurs enfants sont désormais entourés et soutenus par la nation malienne à travers l'engagement personnel du président de la transition. On les remercie pour tout ce qu'il fait pour les pupilles. Et on le souhaite bon vent. C'est une fierté pour tous les Maliens. C'est une générosité, on n'a pas de mots pour ça. On va beaucoup prier pour la paix au Mali et la sécurité. Les diplomates présents à la cérémonie, notamment ceux des États-Unis et du Burkina Faso, ont salué un projet à forte portée sociale et humaine. C'est une joie qui nous anime, une joie pour ce joyau que le président de la transition vient d'offrir aux pupilles de la nation. C'est vraiment lui dire merci, lui reconnaître les efforts consentis à l'endroit de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Il s'agit d'une initiative particulièrement louable en faveur des enfants du Mali et d'un acte empreint de courage et de responsabilité de la part des autorités de la transition. En ce premier jour dans leur nouvelle maison, la joie est partout visible. Et derrière la concrétisation de cet ambitieux projet se trouve Assa Badialo Touré, ministre en charge du développement social, véritable cheville ouvrière de cette réalisation. Soucieuse de partager ce moment exceptionnel avec les bénéficiaires, elle a personnellement guidé les enfants et leurs familles.
Au fil de la découverte, les visages s'illuminent de plus en plus. Les blessures du passé semblent s'effacer. Bravo. Continuez, madame. Bravo. C'est bon? Et cette visite prend des allures de renaissance, entre éclats de rire, regards émerveillés et rêves retrouvés. Il découvre bien plus qu'un bâtiment. Au-delà des murs et des équipements, la maison des pupilles de la République symbolise la reconnaissance d'une nation envers les enfants de ses héros. Et je vous l'annonçais également dans les titres, grande mobilisation des jeunes et des femmes cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Une mobilisation pour saluer les réalisations des autorités de la transition pendant les 5 années à la tête du pays. Plusieurs secteurs ont été évoqués, notamment celui de la défense et de la sécurité. Les temps forts avec Youssouf Diakité au cours de ce journal-là. Et à partir de ce soir, la rédaction vous propose une série de reportages sur les chantiers gigantesques de la transition. Dans cette édition, nous parlons du leadership et les grandes actions du président de la transition. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État s'est évertué à l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens. Parmi les grandes actions, les réformes politiques et institutionnelles, une réorientation de la gouvernance avec la volonté affichée d'une pleine souveraineté et la diversification de partenariats, des programmes pour les secteurs de la défense et de la sécurité, de l'économie, de la santé et de l'éducation, du vice-président au président de la transition, itinéraire et leadership du général Goïta depuis son accession aux plus hautes fonctions de l'État et les principales étapes de son action depuis 5 ans. C'est un rappel signé Sira Batili. La destinée du Mali sous la présidence Goïta, 5 ans, une trajectoire, des réformes de grande envergure et une gouvernance sans ingérence extérieure. Le Mali a donc fait sa mue sous le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avec un chantier de transformation institutionnelle, sécuritaire, économique et sociale coloré avec une nouvelle diplomatie. Une reconstruction de fond en comble réclamée par le peuple. Nous sommes en août 2020. La situation politique du pays était de plus en plus tendue, suscitée par une crise sécuritaire. Le changement de régime intervient alors avec la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La transition prend le relais et redresse après un constat de changement de directive dans la conduite de l'État sous Bandao. De la vice-présidence, le général d'armée Assimi Goïta prend le taureau par ses cornes et devient le président de la transition le 7 juin 2021. 5 ans après, qu'est-ce qui a changé ? C'est un remodélage amorcé sur fond de réformes politiques et institutionnelles, une voie de refondation soutenue par des principes de gouvernance dans une logique de pleine souveraineté. Le président Goïta campe le décor et met la jeunesse au défi dès les premières heures de sa gouvernance. Aujourd'hui, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Après consultation des forces vives de la nation à travers les assises nationales de la refondation, le soubassement de la réorganisation du Mali a été érigé sur papier. On suivi des réformes politiques et institutionnelles. Pour bien encadrer les actions, le Mali s'est doté d'une nouvelle constitution par référendum en 2023 sous Assimi Goïta, un support juridique qui ouvre la voie à l'officialisation des langues nationales, la création d'un Sénat, la reconnaissance des autorités traditionnelles. C'est l'acte fondateur du Mali nouveau. Sur le plan pénal, un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale ont été adoptés, modernisant un arsenal juridique vieillissant. Le programme national d'éducation aux valeurs, inspiré de la charte de Kouroukanfouga et des manuscrits de Tombouctou, a été lancé pour refonder le lien civique et patriotique.
Sur le plan de la défense et de la sécurité, la première tâche a été consacrée à la reconstruction de l'armée pour faire face au terrorisme. Un militaire averti et maîtrisant le terrain pour avoir été au front, le chef suprême des armées a mis l'accent sur le recrutement massif, la formation et des équipements de pointe pour notre outil de défense nationale. L'État opérationnalise la militarisation de la police et de la protection civile. En 2026, le tableau a radicalement changé. Sur le plan matériel, la rupture avec la France et le basculement vers d'autres partenaires. La Russie, la Chine, la Turquie ont permis une modernisation accélérée de la flotte militaire. Des aéronefs de combat et de transport des troupes de dernière génération, des drones de combat ainsi que des radars ont été acquis pour la défense de notre patrie. De nouveaux camps avec un mémorial pour ceux qui sont tombés pour la patrie sont en cours de réalisation. Une maison des pupilles dédiée aux enfants de soldats tombés au combat. L'on note également l'adoption de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale issue du dialogue intermalien. Pour la relance économique, l'État s'est focalisé sur le secteur minier. Le Mali, riche de son sous-sol, bénéficiait peu avec les exploitants de ses ressources minières. Un nouveau code minier avec son contenu local a été ainsi créé en 2023, permettant de faire passer la part de l'État de 20 à 35%. 2 mines de lithium ont été mises en service dans la région de Bougouni. La première en 2024 en Goulamina et la deuxième en 2025 en Anala, projetant le Mali comme acteur incontournable du marché des matériaux de la transition énergétique mondiale. Les retombées économiques sont estimées à 1 000 milliards de francs CFA sur une dizaine d'années d'exploitation pour chaque mine. Les premières productions ont déjà commencé à porter fruit. Le 12 mars 2026, le chef de l'État a remis 18,4 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales dans le cadre du Fonds minier de développement. La Comatex, compagnie malienne de textile, et l'UMPP, usine malienne des produits pharmaceutiques, ont été relancés, ravivant 2 fleurons industriels. L'augmentation du salaire des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales pour l'émergence du Mali dans les 40 prochaines années, la vision Mali 2063, un document prospectif, fait une projection avec des programmes spécifiques. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé un programme de modernisation sanitaire avec la réalisation en cours d'hôpitaux à travers le Mali. Ce projet prévoit la construction de 15 nouveaux hôpitaux et la transformation des centres de santé de référence en hôpitaux de district. Le centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali, l'un des premiers du genre en Afrique de l'Ouest, est en construction. Le pacte de stabilité sociale et de croissance adopté en août 2023 pour la période 2023-2027 a structuré les relations entre l'État et les syndicats. À cet arsenal de solidarité se greffe celle présidentielle avec les œuvres sociales du président de la transition. Des centaines de fourrages, des kits alimentaires, motos pour personnes handicapées ont maintenu un lien de proximité entre l'institution présidentielle et les populations les plus vulnérables. Les chantiers de construction de la route de Kati et Koulikoro se poursuivent également. Pour pallier la crise énergétique dans un contexte difficile, plusieurs chantiers ont été engagés. La centrale solaire de Safo, en construction depuis mai 2024, fait partie d'un programme tripolaire avec Sanankoroba et Tchakadougou-Djalakoro destiné à réduire le déficit énergétique chronique du pays. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé la Confédération des États du Sahel qui a aujourd'hui tous les supports de communication et ses programmes de développement. Pour une souveraineté totale, le Sahel met l'accent sur la défense, la diplomatie et le développement. Sur le plan de la défense et de la sécurité, la Confédération des États du Sahel a mis en route sa stratégie de défense commune coordonnant ses efforts militaires pour contrer toute velléité d'ingérence. La force conjointe de défense des États du Sahel est opérationnelle.
En 5 ans, sur le compteur de la présidence Goïta, des acquis, mais des défis à relever, surtout en matière de sécurité. Une raison qui a fait remettre la casquette de combattant du président de la transition, désormais ministre de la Défense, pour faire face au terrorisme. Un combat qui se gagne avec le peuple. Notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Voilà un rappel signé Sira Bathily. À présent, le contenu de ce communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l'ensemble du territoire national, les vecteurs aériens des FAMA ont mené avec succès ce samedi 6 juin 2026 une série de frappes ciblées dans plusieurs localités. La première frappe a visé un refuge de groupes armés terroristes où une vingtaine de terroristes ainsi que plusieurs motos avaient été identifiées non loin de la localité de Doro au sud-ouest de la ville de Gao. Toujours dans la même zone, une deuxième frappe a été menée contre un camion chargé de matériel logistique appartenant à des groupes armés terroristes. Le véhicule et son contenu ont été entièrement détruits. Une troisième frappe a ciblé dans cette même zone une tente et à côté plusieurs motos dont certaines équipées d'armes. Le refuge ainsi que les motos ont été totalement détruits. Par ailleurs, dans la zone de Sandari, région de Caille, une opération de reconnaissance minutieuse a permis de repérer une importante base de repli terroriste. Des frappes ciblées contre ce refuge ont permis de neutraliser une trentaine de terroristes et de détruire plusieurs motos. Le chef d'état-major général des armées félicite les FAMA pour leur professionnalisme et leur engagement sans faille au service de la défense nationale. Les travaux de la première édition du Forum panafricain des médias se sont achevés hier. Le FOPAM a adopté un document stratégique intitulé « L'appel de Bamako pour la souveraineté informationnelle et numérique du continent ». Le FOPAM 2026 a permis la mise en place de la panafricaine des radios de proximité. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre en charge de la communication. Le reportage de Youssouf Tchakité. Cette première édition du Forum panafricain des médias, un coup d'essai, un coup de maître. Cela s'explique par la qualité de la participation des experts venus d'Afrique et d'ailleurs, la qualité des communications fournies et surtout la pertinence des recommandations formulées, toutes faisant presque allusion aux récits africains racontés par les Africains. Nous retenons de ces 4 jours de travaux la nécessité de créer une coopération entre les rédactions africaines, car la solidarité entre médias africains n'est pas une option, mais une nécessité existentielle. Les échanges de contenu, les coproductions journalistiques, les pôles d'information interafricains doivent devenir la règle et non l'exception. Nos auditoires méritent d'entendre parler de leurs voisins continentaux par leurs propres journalistes et non par des agences dont les agendas nous sont étrangers. L'obligation de revoir nos formations et partage de savoir. La souveraineté narrative ne se construit pas seulement dans les salles de rédaction, mais aussi dans les amphithéâtres de nos écoles et de journalisme. Nous devons investir massivement dans la formation de la prochaine génération de journalistes et professionnels africains. Les experts, après avoir réfléchi et analysé les différentes thématiques proposées, ils sont arrivés à ce qu'ils ont appelé la déclaration de Bamako. Revendiquons le droit légitime des Africains à raconter leur propre histoire, à définir leur réalité et à porter leurs imaginaires dans l'espace médiatique mondial. Refusons les représentations simplistes, stéréotypées ou uniformes qui réduisent l'Afrique à un continent de crise permanente. Appelons les médias africains à promouvoir un journalisme ancré dans les réalités locales qui valorise les initiatives, les innovations, les cultures, les savoirs
et les réussites africaines. Pour cette première édition, le Maroc est désigné pays invité d'honneur qui partage la démarche engagée par les autorités maliennes. La présence massive et de qualité de la délégation marocaine est le reflet direct de notre engagement pour le dialogue et le partenariat, d'abord entre le Maroc et le Mali, et ensuite intra-africain. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration s'est dit particulièrement fier des conclusions auxquelles les participants sont parvenus. Des femmes et des hommes venus des différents horizons du continent et au-delà se sont réunis pour une conviction commune. L'Afrique doit davantage parler d'elle-même, penser par elle-même et raconter elle-même son histoire. À l'ouverture de nos travaux, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous interpellait par cette question simple et fondamentale. Qui parle de l'Afrique? Durant ces 4 jours, notre réponse collective s'est progressivement construite. Nous avons confirmé avec force que l'Afrique ne peut plus être seulement un sujet d'information. Elle doit être un acteur de l'information. Nous avons affirmé que la souveraineté ne concerne pas uniquement les territoires, les ressources naturelles ou les économies. Elle concerne également les récits, les idées, les perceptions et les imaginaires. La cérémonie a pris fin par la remise des diplômes de reconnaissance à certaines entités grâce à leur contribution au FOPAM 1. Et vous l'avez suivi hier sur nos antennes, le lancement hier au Parc national de Bamako de la 27e édition de la quinzaine de l'environnement. Un moment fort d'expression, de partage, de dialogue, d'information et de sensibilisation de tous les acteurs de l'environnement et au-delà. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à cette cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Suivant les extraits du ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable et le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances à l'occasion du lancement de cette 27e édition de la quinzaine de l'environnement. Ils sont interrogés par Mamadou Fani. Je salue particulièrement la présence des ministres des pays frères de la Confédération des États du Sahel qui honorent le Mali et rappellent la nécessité d'une réponse concertée et solidaire face aux défis climatiques, environnementaux et pastoraux communs à nos pays. Mes remerciements vont enfin à l'ensemble des membres du gouvernement, aux autorités, aux partenaires techniques et financiers, à la société civile, au secteur privé, aux jeunes, aux femmes, aux médias et à tous les acteurs mobilisés pour la réussite de cette édition. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans un lieu hautement symbolique qui est le Parc national de Bamako. Ce site emblématique, espace de respiration, de biodiversité, d'éducation environnementale et de détente pour les populations, rappelle que la nature doit rester au cœur de notre projet collectif. Il nous rappelle aussi que la protection de l'environnement n'est pas une idée abstraite. Elle se vit dans nos villes, dans nos quartiers, nos familles, nos écoles, nos espaces publics et nos territoires. La tenue de cette cérémonie dans ce cadre naturel donne donc un sens particulier à notre engagement commun. La quinzaine de l'environnement, instituée depuis 2000, est devenue un rendez-vous national majeur de mobilisation, de sensibilisation et d'action. Elle permet chaque année de renforcer la conscience environnementale de nos concitoyens et de rappeler que la protection de l'environnement de nos concitoyens seulement est une exigence écologique. Elle constitue aujourd'hui un impératif de souveraineté, de sécurité et de développement. Je voudrais à l'entame de mon propos transmettre aux organisateurs, aux partenaires, aux délégations venues des pays frères de la Confédération des États du Sahel, ainsi qu'à l'ensemble des participants, les salutations fraternelles et les encouragements de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement.
Cette cérémonie, placée sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, traduit l'importance que les plus hautes autorités accordent à la protection de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie et au renforcement de la résilience de notre pays. Mesdames et messieurs, la quinzaine de l'environnement est devenue, au fil des années, un cadre majeur de mobilisation nationale. Elle permet de rappeler que la question environnementale n'est pas un sujet sectoriel isolé. Elle concerne notre sécurité alimentaire, notre santé, nos ressources en eau, nos terres, nos villes, nos territoires ruraux, notre économie et les conditions de vie de nos populations. Les deux thèmes retenus cette année, consacrés à la crise climatique et au pâturage, nous ramènent à des enjeux essentiels pour notre pays et pour l'ensemble de l'espace sahélien. L'adaptation au changement climatique, la restauration des terres, la préservation des ressources naturelles, la prévention des risques et la consolidation de la résilience des communautés. Ces enjeux exigent une réponse collective, mais aussi une réponse structurée de l'État. Ils appellent une meilleure coordination des politiques publiques, une implication plus forte des collectivités territoriales, une mobilisation du secteur privé, un accompagnement soutenu des partenaires et une participation active des citoyens. Dans l'actualité AES, nous reparlons de la visite que le président de la République du Niger a effectuée en Turquie. Le général d'armée Abdurrahman Chani s'est rendu à Turkish Aerospace Industry, fleuron de l'industrie aéronautique et spatiale turque. Une immersion au cœur du savoir-faire technologique turc qui témoigne de l'intérêt accordé au renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'aéronautique, de la défense et de l'innovation. Le résumé de cette visite avec Abdul Karim Barmou. C'est dans une démarche résolument tournée vers la souveraineté industrielle et technologique que le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Chani, a effectué une visite aux installations de Turkish Aerospace Industry, fleuron de l'aéronautique et de la défense de la République de Turquie, reconnu sur la scène internationale. Accueilli avec tous les honneurs par les hauts responsables de ce complexe d'excellence, le chef de l'État et sa délégation ont été plongés au cœur d'un écosystème industriel de premier plan. De la conception à la maintenance des aéronefs civils aux systèmes militaires les plus avancés, en passant par les innovations spatiales et les technologies de défense de rupture. La visite des hélicoptères a constitué l'un des temps forts de cette journée. Le président de la République, le général d'armée Abdurrahman Chani, a été conduit au cœur des lignes de production où sont assemblés ces appareils d'exception. Les ingénieurs et techniciens de Turkish Aerospace ont pris le temps de lui fournir, lui et sa délégation, des explications détaillées et précises sur chaque modèle présenté, leurs caractéristiques techniques, leurs performances opérationnelles, les innovations embarquées ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont déployés, aussi bien pour des missions militaires que civiles et humanitaires. Une présentation rigoureuse et exhaustive qui a permis au chef d'État de saisir pleinement l'étendue du savoir-faire turc dans ce domaine hautement stratégique. Cette immersion technique a visiblement retenu toute l'attention du président de la République, illustrant l'intérêt stratégique que le Niger accorde au développement de ses capacités aériennes dans un contexte sécuritaire exigeant. À l'issue de cette journée intense, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Chani et sa délégation ont accompli la prière du vendredi dans une grande mosquée à proximité du complexe. Un moment de recueillement sincère au cours duquel des prières ont été élevées pour la paix, la stabilité et la prospérité du Niger ainsi que pour l'ensemble des nations frères de la Confédération des États du Sahel. À la sortie de la mosquée, une scène
tel d'une touchante humilité est venu clore cette journée d'exception. En effet, un groupe d'enfants turcs spontanés et chaleureux s'est avancé à la rencontre du chef de l'État. Avec toute l'affection et la simplicité qui le caractérise, le président de la République a pris le temps de les saluer, ému par cet accueil du cœur sous les regards attendris des familles présentes. Une image forte, deux peuples, un même élan vers l'avenir. Offensive médiatique du Burkina pour la vulgarisation du mémorandum de construction des stéréotypes. Le ministère des Affaires étrangères a convié une cinquantaine de professionnels de l'information et de la communication à Koudougou pour une session de renforcement de capacité. Et au bout de 72 heures, les participants ont été dotés de rudiments pour mieux déconstruire les clichés négatifs de l'impérialisme sur le Burkina Faso. Le reportage de Bienvenue Taoussa. Cette rencontre avec les professionnels de l'information et de la communication s'inscrit dans la dynamique de renforcement de l'offensive contre les narratifs infondés véhiculés sur le Burkina Faso. Le ministère des Affaires étrangères est dans une campagne de vulgarisation de mémorandum sur la déconstruction des stéréotypes de l'impérialisme visant à nuire à l'image du Burkina Faso. Un document qui ne se contente pas que de contrer. Il met en lumière les progrès en cours depuis septembre 2022 au Burkina Faso et en lien avec la révolution progressiste populaire RPP. Pour nous aujourd'hui, il est important que ce document soit diffusé. C'est pour ça que nous avons souhaité cette session de formation avec les journalistes dont la voix porte, afin donc de pouvoir faire passer le message sur des outils de déconstruction donc des stéréotypes et de lutte contre la désinformation sur notre pays. 72 heures durant, 6 modules sont déballés. Des modules qui permettent non seulement de comprendre un tant soit peu le travail du diplomate, mais aussi de renforcer l'éveil de ces hommes et femmes de médias. Il s'agit de clés pour la déconstruction de stéréotypes sur les plans notamment sociopolitiques, juridiques et économiques. Il aide à comprendre les dynamiques géopolitiques entre le Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde. À l'issue de cette formation, ce que nous attendons des journalistes, c'est qu'ils puissent être des relais. Déjà qu'ils puissent mieux comprendre les outils donc, de cette guerre informationnelle qui est menée contre notre pays et qu'ils puissent être donc de meilleurs relais donc, de ce document et donc de tout ce que nous poursuivons comme objectif dans la lutte communicationnelle et cognitive. Dans la diffusion du contenu du mémorandum sur la déconstruction de stéréotypes sur le Burkina Faso, Koudougou constitue la 5e étape. Cette rencontre intervient après celle de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso avec des acteurs des ministères des Affaires étrangères, de l'enseignement secondaire, de l'ensemble des départements ministériels et institutions et de ceux de l'administration déconcentrée et décentralisée. Voilà un mot de culture dans cette édition dans le cadre de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel africain. L'association Africulture, en partenariat avec l'ambassade d'Espagne au Mali, a organisé une session de formation de 3 jours à l'intention des étudiants de la filière musique du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala-Faseke Kouyaté. Cette initiative a permis aux participants de découvrir et de s'initier à la pratique du bolon, un instrument traditionnel malien ancestral aujourd'hui menacé de disparition. À travers cet atelier, les organisateurs ambitionnent de transmettre aux jeunes générations les savoirs et les techniques liées à cet héritage culturel, nous dit Adam Maïga. 4 femmes et 3 hommes jouent du bolon, l'un des instruments de musique traditionnelle en voie de disparition. Ils sont étudiants en filière musique au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala-Faseke Kouyaté. Ces étudiants qui ignoraient cet instrument l'ont appris et sont parvenus à en jouer en moins de 72 heures. Et beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas le bolon et ne savaient pas comment jouer. Donc on avait commencé, on nous a initié à jouer le bolon et on a pu maîtriser jusqu'à 5 morceaux
morceaux avec le bolon pendant ces 3 jours. Bien avant ces 3 jours d'ateliers de formation sur le bolon, d'autres étudiants ont également été initiés à la koura. Cette dernière est aussi l'un des instruments de musique traditionnelle méconnus ou en voie de disparition. Ces ateliers de formation sont une initiative de l'association Afrique Culture en collaboration avec l'ambassade d'Espagne au Mali. Nous sommes une association qui valorise les talents, qui valorise la culture en général du Mali, de l'Afrique, à travers tout ce qui est création, transmission et renforcement de capacités. L'objectif recherché, c'est de valoriser notre riche patrimoine culturel de la musique, surtout nos instruments qui sont en voie de disparition. C'est une initiative qui est née au sein de l'ambassade, mais comme d'habitude, c'est nos partenaires maliens, le cas échéant Afrique Culture, qui nous ont fait voir les potentialités et la richesse des instruments traditionnels, souvent en voie de disparition ou méconnus à l'extérieur et même au Mali. D'autres instruments de musique traditionnelle tels que la calebasse et le sokoum seront également enseignés à Ségou à l'intention d'autres étudiants. Ces différents ateliers de formation s'inscrivent dans le cadre du programme ACERCA, prévu pour une durée de 2 mois. Et revenons à cette grande mobilisation des jeunes et des femmes cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Meïga. Une mobilisation pour saluer les réalisations des autorités de la transition pendant les 5 années à la tête du pays. Plusieurs secteurs ont été évoqués, notamment celui de la défense et de la sécurité. Les temps forts avec Youssouf Diakité. Les palais des sports Salamatou Maïga plein à craquer, une mobilisation exceptionnelle pour célébrer le bilan du président de la transition à la tête de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a répondu à l'appel des Maliens. Des réalisations qui sont largement au-dessus de la moyenne, disent-ils, presque dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de fierté et de joie que nous célébrons les 5 ans de victoire éclatante, les 5 ans de dignité, 5 ans de souveraineté et 5 ans de résilience, 5 ans de refus de soumission et 5 ans d'imposition de respect du peuple malien, la nation malienne de façon générale. Les 5 années représentent pour nous la souveraineté retrouvée pour le pays. Les 5 ans représentent la sauvegarde de la patrie, parce que c'est le Mali qui était en péril. Et pendant ces 5 ans, le général d'armée Assimi et son groupe, ils ont pu sauver le pays par la montée en puissance de l'armée, par les formations qu'ils ont données à l'armée, par l'équipement qu'ils ont donné à l'armée, par la reconquête de l'espace et par la lutte contre le terrorisme. On est arrivé à maintenant, la sécurité, alhamdoulilah, avec nos voyages et puis nos interventions à l'extérieur. On sent très bien que les partenaires commencent à avoir la foi. Le succès du développement du pays passe par la résilience de l'ensemble des acteurs et une franche synergie à soutenir les autorités. C'est ce qu'a compris le peuple malien dans son entièreté. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, les femmes du Mali vous félicitent pour tous les efforts accomplis pour faire face aux nombreux défis sécuritaires, socio-économiques et culturels auxquels notre pays est confronté. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix et le développement durable de notre pays. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement 5 années d'exercice du pouvoir. Nous célébrons 5 années d'une volonté affirmée de redonner au Mali sa voix, sa dignité et sa capacité à décider de son propre destin. Le chef de l'État a mesuré l'ampleur des défis qui l'attendaient et le peuple mobilisé derrière lui l'a accompagné. Et les difficultés dans lesquelles on était il y a 5 ans, chacun peut mesurer aujourd'hui l'ampleur du chemin parcouru
pour savoir les avancées que nous avons enregistrées. Les membres du gouvernement ont massivement répondu à l'appel de cette mobilisation qui matérialise le soutien indéfectible du peuple malien aux autorités de la transition, et les réalisations sont diverses et multiples. Tout le monde peut se faire une idée du travail abattu par le président de la transition. Ce n'est pas que lui, c'est tout le gouvernement, tout le peuple malien. Il a appelé la jeunesse à apporter leur soutien. La jeunesse l'a compris, la jeunesse s'est levée. Comme je le dis chaque fois, mais le président Assimi a besoin d'une jeunesse saine, une jeunesse qui n'est pas dans la drogue. Donc on appelle les jeunes à ne pas à quitter ce fléau et à se consacrer à la construction du Mali. Il a mis les femmes au cœur de toutes les activités de développement du pays. Et en matérialisant ceci, ça c'est à travers de l'élaboration des états généraux du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille tout récemment, qui a été pris sur le budget national à 100% et par les Maliens aussi. Donc c'est un effort salutaire. Les femmes du Mali sont là à soutenir ces œuvres. 5 années qui ont vraiment amené de grosses améliorations dans tous les domaines. Le domaine de la santé, le domaine de la sécurité, dans le domaine du développement des infrastructures. Aujourd'hui, au niveau de la communication, nous avons eu énormément de progrès par rapport au niveau des prix, au niveau des infrastructures. Nous sommes aujourd'hui sur une coopération aussi avec la Russie pour aller sur les satellites. L'initiative de cette mobilisation grandeur nature est du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'objectif, dit-il, c'est de dire merci au président de la transition pour tous les efforts consentis au service du peuple malien. C'est une mobilisation des forces vives de la nation qui ont décidé de se mettre ensemble et pour aujourd'hui célébrer les 5 ans du président de la transition. Et je pense que nous, en tant que membres du gouvernement, nous avons été conviés pour qu'on puisse être témoins de ce que les forces vives sont en train de donner comme témoignage au président de la transition. Et vous savez, aujourd'hui, 5 ans après, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a énormément de choses qui ont été transformées. Il y a encore des défis. Il y a encore des défis qui existent. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a 5 ans de cela, le Mali était dans une position extrêmement difficile où nous cherchions à trouver une trajectoire. La trajectoire de savoir où est-ce que nous allons, quel type de Mali nous voulons. Et à la suite de cela, les Maliens ont décidé d'avoir une certaine trajectoire. Et le président de la transition, je pense qu'il est venu avec l'espoir de pouvoir donner justement ce chemin qu'il devait tracer pour les Maliens. Aujourd'hui, 5 ans après, nous voyons que sur le plan sécuritaire, il y a énormément d'évolution. Aujourd'hui, sur le plan de la reconnaissance même du Malien, ici à l'intérieur et à l'extérieur, vous voyez que à chaque fois que les Maliens ils sortent, ils se déplacent, ils vont à un autre endroit, il y a une reconnaissance de cela. Ça, c'est la dignité du Malien qui est retrouvée. En tout cas, au regard de la mobilisation, le soutien du peuple malien aux autorités de la transition est indiscutable. Et vous pourrez suivre juste après cette édition un magazine sur quelques chantiers de la transition pendant les 5 années du président de la transition à la tête du Mali. Je vous propose un extrait de ce magazine réalisé par le Sigma. Juin 2021. Le président de la transition arrive au pouvoir dans un contexte de crise particulièrement difficile et complexe. Entre guerre contre le terrorisme avec une armée en manque de tout, pression internationale et tensions sociopolitiques, le Mali en 2021 était quasiment au bord du gouffre. 5 ans après, qu'est-ce qui a changé avec le président Assimi Goïta? Le chef de l'État commence par consulter d'abord ses compatriotes à la faveur des Assises nationales de la refondation, ANR, qui lui serviront de boussole. Et tout part de là. 5 ans après, que d'actions posées et que de chantiers en cours conformément aux aspirations du peuple malien. Dans le cadre de la modernisation et du renforcement du maillage sécuritaire à travers le pays, plusieurs nouvelles infrastructures ont été construites. Des camps militaires sont inaugurés dans de nombreuses villes stratégiques en vue de rapprocher l'armée des populations
et réduire les délais d'intervention face aux menaces. Des dizaines de nouveaux commissariats de police, de brigades territoriales et de postes de sécurité sont aussi opérationnels un peu partout au Mali. Parallèlement, le président de la transition modernise et renforce les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité avec des équipements de pointe. Dans l'arsenal actuel, on note une flotte aérienne tactique, notamment des avions de chasse, des hélicoptères d'attaque, des drones. À cela s'ajoutent des véhicules blindés de combat, des armes et autres équipements de protection pour les hommes. Et à l'intérieur du pays, un vaste programme présidentiel est en cours de réalisation. La construction en même temps de 15 hôpitaux de district. Une première au Mali. Le président Goïta transforme ainsi des centres de santé de référence existants avec un plateau technique de dernière génération. Ces hôpitaux de district viendront surtout désengorger les structures tertiaires de niveau national, réduire les évacuations sanitaires et rapprocher les soins de qualité de la population. Autre projet présidentiel majeur, l'hôpital militaire de Banankoro. Ce centre hospitalier ultra-moderne de 4e génération est construit sur 15 hectares. Le président de la transition affiche là sa ferme volonté de bâtir un système de santé solide, moderne et surtout souverain, capable de répondre aux besoins pressants des populations civiles et militaires. Sur les hauteurs de Kati, se dresse majestueusement à perte de vue un millier de logements destinés aux militaires. Première phase d'un projet présidentiel de 4000 logements. Ce programme immobilier vise à améliorer les conditions de vie des forces de défense et de sécurité, conformément à la vision du chef de l'État. Voilà, rendez-vous après ce journal pour suivre l'intégralité de ce magazine. Et puis, question d'actualité vous propose également un numéro spécial sur le bilan des 5 ans du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à la tête du Mali. Les différentes réalisations et programmes dans les secteurs clés comme la défense, la sécurité et les réformes intervenues depuis 2021 avec les suggestions. Nous vous invitons à suivre d'ailleurs un extrait de ce débat animé par Sira Bachili avec des analystes politiques et les représentants de la société civile comme invités. Quand ces officiers ont pris le Mali, le pays était presque en état de déliquescence. Il fallait travailler, avoir une armée d'abord parce qu'il fallait reconstituer, il fallait structurer cette armée, ensuite passer à la formation, et puis l'équipement et ensuite aller à la conquête des territoires perdus au fil des ans. À vous entendre, le général d'armée Assimi Goïta est parvenu à reconstruire l'armée selon vous. Ah oui. Elle vous donne quelle image cette armée aujourd'hui? Évidemment, une image en tout cas très très impressionnante. Docteur Camara, le président de la transition, a défini des principes de gouvernance au Mali aujourd'hui. Et quelle est votre appréciation de la gouvernance actuelle du Mali? C'est le combat des acteurs mondialistes qui est en train de se définir aujourd'hui par le gouvernement actuel. Quand vous regardez la démarche de nos autorités actuellement, s'inscrit dans la même dynamique que les acteurs mondialistes. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre notre pays au cœur de la nouvelle géopolitique mondiale. C'est-à-dire que toutes les questions internationales qui doivent passer par le Mali doivent être définies, dégagées par le gouvernement du Mali. Alors, M. Djembéré, ce nouveau visage de la diplomatie nous offre quelle opportunité à votre avis? Vous savez, c'est là que je félicite très sincèrement la décision courageuse des réformes institutionnelles. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons toujours dénoncé
les telles pratiques des institutions internationales qui contrôlent, qui dirigent et aussi qui conditionnent comment ton développement doit se faire. Voilà, question d'actualité à suivre juste après l'émission Défense citoyenne. Et c'est l'heure du sport dans cette édition. C'est juste après le jingle. Voilà, place à l'actualité sportive. Famourou Djourté, bonsoir et très heureuse de te retrouver. Bonsoir Ama, bonsoir à tous. On commence par le triple galop. La 82e édition du Grand Prix de la Nation s'est disputée ce dimanche. Et oui, la prestigieuse course des cracks a donc été remportée par le cheval général Sadio Camara. Voilà donc le point de la 82e édition du Grand Prix de la Nation avec Abdulkarim Kaba. Général Sadio Camara récidive en gagnant l'édition 2026 du Grand Prix de la Nation. La 82e édition de la Coupe du Mali en hippisme a été un franc succès. Occasion pour le président de la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres de lancer un cri de cœur. Personne ne pourra faire mieux que nous aujourd'hui. La seule chose que je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est que vous ayez quelque chose à apporter au gouvernement demain matin. Dites au président de la République que ce beau public a besoin d'être logé. C'est tout ce qu'on vous demande. Sur les autres côtés, on a déjà tout fait. Au champ hippique de Bamako, la Coupe du Mali en hippisme avait démarré samedi avec 6 courses, dont 4 chez les petits chevaux, 2 en demi-crack. Environ 100 chevaux étaient au départ de ces différentes courses. Le cheval malien est porteur d'une histoire, d'un patrimoine, d'un savoir-faire. Il incarne la noblesse de nos traditions et les promesses de notre avenir. En le revalorisant, nous renforçons notre culture, développons notre économie et construisons un Mali résilient. Le Grand Prix de la Nation qui couronne la saison hippique au niveau de la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres est également le lieu de récompense des meilleurs jockeys, entraîneurs, propriétaires et cheval de l'année. Comme d'habitude, cette discipline suscite beaucoup d'engouement et de mobilisation. Ce dimanche, à l'hippodrome de Bamako, la mobilisation est exceptionnelle. Voilà, la 11e journée du championnat national de basketball s'est jouée en milieu de semaine. Oui, double confrontation entre le Djoliba et l'AS Real de Bamako dans le tableau masculin. Les Rouges du Djoliba ont surclassé 70-45 les Scorpions du Real. Une victoire qui rapproche les Djolibis du Caredas. Et chez les dames, le Djoliba poursuit son sans faute en championnat de cette saison. Les Djolibis ont dominé les Scorpions 54-34. Le résumé de cette rencontre avec Salif Ouedraogo. D'entrée, les Djolibis imposent leur rythme. Premier quart-temps à sens unique, 15-7. Les Rouges creusent l'écart et passent à 22-14 à la pause. Au retour des vestiaires, l'AS Real resserre la défense et hausse le ton. Le Djoliba ne tremble pas. Les Rouges gèrent et infligent un 54-34 score final. La clé de cette victoire, ça a été de continuer d'y croire, de croire en ce que nous sommes et donner carton par carton jusqu'à ce qu'on puisse avoir le cumul final et avoir la victoire en fin de compte. On a manqué pratiquement tous les rebonds. Le Djoliba en profitait les secondes chances. Sinon, c'était une défense collective très remarquable. Vous avez vu le match. Avec ce succès, le Djoliba AC conforte son fauteuil de leader. L'AS Real, elle, devrait vite réagir pour rester dans la course. Chez les garçons, l'AS Real, la lanterne rouge, démarre pourtant bien la rencontre. Les Scorpions remportent le premier quart-temps 13-11. Une avance de courte durée. Piqué au vif, le Djoliba AC, 5e au classement, hausse son niveau de jeu. Plus agressif en défense et efficace en attaque, les Djoliba
Jolibis prennent rapidement le contrôle du match et virent en tête à la pause 36-24. Au retour des vestiaires, les Rouges poursuivent leur domination. Le Djoliba déroule son basket et creuse l'écart jusqu'au coup de sifflet final. Victoire nette et sans appel, 70-45. Cette victoire a été la cohésion. L'adversaire du jour était décidé, mais on était plus décidé qu'eux. Beaucoup de pertes de balles. Bon, ils nous ont dominés physiquement. Leurs rebonds, leurs meneurs ont été plus forts que nous. Bon, le meilleur a gagné. Une opération réussie dans la course au Caridas pour le Djoliba AC. Pour l'AS Real, en revanche, la soirée se termine par une douce froide. Voilà, Awama, c'était donc là la 11e journée du championnat national de basketball de première division jouée en milieu de semaine et la 12e journée s'est même disputée ce week-end. Atar Club de Kidal a battu l'AS Real 69-36. Le Djoliba a dominé l'USFAS 88-51. Le CMK a gagné 71-64 face au CRBT et le Stade Malien de Bamako a battu 63-61 Koukia de Gao. Ça c'était chez les hommes. Chez les dames, Calaban Sport Club a perdu 49-75 face à l'AS Real. Le Djoliba a gagné 50-47 face à l'USFAS. Le centre Bintou Dambélé CBD a gagné 61-33 face à la commune 5 et le Stade Malais de Bamako a largement battu 83-35 le centre Badra Alou Traoré Sebat. Ok, et du football à présent dans le cadre de leur match de préparation, les Aigles Dames du Mali affrontaient cet après-midi leur homologue burkinabé en match amical. Oui, les Aigles Dames du Mali ont partagé les points avec les étalons dames du Burkina, 2 buts partout. Ce dimanche à Ouagadougou lors de la deuxième manche de leur double confrontation amicale. Ce résultat intervient donc après le match nul vierge 0-0 enregistré lors de la première rencontre entre les deux sélections. Les Maliennes ont idéalement entamé la partie en ouvrant le score, mais les Burkinabés ont rapidement réagi pour revenir à hauteur avant de prendre l'avantage, mettant les Aigles Dames sous pression. Loin de baisser les bras, les protégés du coach Birama Konaté ont fait preuve de caractère pour recoller au score et arracher le nul 2 buts partout au terme d'une rencontre engagée et riche en enseignement. Au-delà du résultat, cette double confrontation a permis aux deux sélections de peaufiner leurs automatismes et d'évaluer leurs forces avant le grand rendez-vous continental. Qualifiés pour la phase finale, le Mali et le Burkina Faso poursuivent ainsi leur préparation à quelques semaines du coup d'envoi de la CAN féminine 2026. La Coupe d'Afrique des Nations féminines se déroulera du 25 juillet au 16 août 2026 au Maroc. Voilà. Merci beaucoup Famourou Djoutré pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Et on referme la page sportive ainsi que cette édition que j'ai eu le plaisir de présenter. Pensée spéciale à Noufama. Bonsoir.